enquête de l'Université européenne de Fès, qui va nous faire une présentation sur l'innovation et valorisation de la recherche et l'innovation. Donc, la parole est à vous. Merci, professeur Saïdi. Vous m'entendez bien? Merci, professeur Saïdi. Chers étudiants, je vais commencer par les étudiants parce que c'est vraiment les étudiants qui sont au centre des innovations qui sortent des universités. N'importe quelle université qui se respecte, s'il n'y a pas les étudiants, s'il n'y a pas les artisans de la recherche, bien entendu, bien sûr, ils sont cadrés par un prof, par un chercheur, mais c'est les étudiants qui vont mettre la main à la pâte, c'est les étudiants qui vont réfléchir, c'est les étudiants qui vont passer beaucoup de temps pour produire les produits de la recherche, si on peut dire comme ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit comment on peut adresser cette problématique d'innovation et de la propriété intellectuelle et du transfert technologique dans un contexte où il y a des chercheurs et des étudiants, massivement des étudiants, et essayer de leur rappeler un certain nombre de fondamentaux dans la production de la propriété intellectuelle. Alors, d'abord, n'importe quelle innovation, elle doit sortir de 3 éléments. Vous les connaissez certainement tous, mais probablement il faut faire juste l'accent sur quels sont les ingrédients de base qui nous permettent de faire des innovations. Et lorsque je viens ici, je vois déjà les contrats de recherche. Il y a aussi le régime en partenariat dans lequel on va trouver à la fois des industriels, mais aussi le gouvernement qui participe à la subvention de certaines recherches. Et on va trouver tout à fait des fonds de recherche comme le CNRST, comme les fonds européens de recherche, etc. Pourquoi je reviens sur ces fondamentaux-là? Parce que la valorisation de la recherche, ça ne se fait pas après avoir produit la recherche, après avoir produit des résultats de recherche. La valorisation de la recherche commence déjà ici. Et c'est des éléments extrêmement importants pour avoir de la valeur de ce que vous allez produire comme recherche. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, je vais vous faire aussi quelques exemples concrets et quelques erreurs que souvent, dans les universités marocaines, même à l'étranger, on fait des erreurs comme ça, et l'industriel, l'utilisateur final de la technologie, il va l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas de protection suffisamment faite comme il faut, et ça ne fait pas vraiment une technologie qui va être utilisée par la suite. Quand il s'agit de contrats de recherche, souvent, le partenaire, il veut avoir cette propriété intellectuelle. Parce qu'il dit, moi, je vais fournir de l'argent, je vais donner de l'argent pour cette recherche, mais par contre, je vais prendre cette propriété intellectuelle. Des fois, ils ont raison, des fois, ils ont tort. Dans le cas où il y a le régime en partenariat, où il y a le gouvernement qui va donner de la subvention et le partenaire industriel qui va donner aussi une subvention, qui peuvent être moitié-moitié, comme ils peuvent être à des pourcentages différents. Et là, souvent, c'est l'université qui est propriétaire de la propriété intellectuelle. Par contre, quand il s'agit aussi de fonds de recherche directement qui viennent du gouvernement, la propriété intellectuelle appartient directement à l'université. L'élément là, c'est un élément qui est souvent pris à la légère, et souvent les chercheurs ne sont pas très contents quand ils discutent avec les partenaires industriels,
Et le partenaire industriel, il va donner de l'argent pour faire une recherche. Et l'industriel, il te dit, si je fais cette recherche, si vous faites cette recherche pour produire un brevet par exemple, c'est moi qui vais prendre le brevet. Il va subventionner cette recherche à hauteur de 4 millions de dirhams, 10 millions de dirhams, mais il a le droit de demander que cette propriété intellectuelle me revienne. C'est négociable, c'est toujours négociable. Alors, dès qu'il y a cette production de propriété intellectuelle, il y a potentiellement des brevets. Ces brevets parlent à... Moi, je parle ici d'éléments juridiques parce que quand on parle automatiquement de la valorisation de la recherche, il y a deux éléments importants à garder à l'esprit. D'abord, le côté juridique de la chose, et il y a aussi le côté commercial. Donc il y a deux éléments qu'il faut absolument que n'importe quelle institution, université, centre de recherche ou autre, doivent être outillés par à la fois des compétences en ressources humaines qui comprennent ces éléments juridiques et qui comprennent aussi l'élément commercial, qui sont importants dans le transfert technologique. Et bien entendu, par la suite, il y a la maturation technologique qui se fait par la suite à partir du moment où on a un brevet. Mais avant tout, quand on a un projet quelconque, ça commence par soit le chercheur va chercher son projet à travers l'industrie, ou il va appliquer pour des appels à candidature, dans le contexte du CNRST par exemple, ou à l'échelle européenne. Il design le projet. Il y a un potentiel de propriété intellectuelle qui est fait. Il y a le lancement du projet. Vous voyez déjà cette partie-là, elle est souvent abandonnée et ignorée du côté institutionnel. Alors que cette partie, c'est la partie la plus importante. On ne donne pas suffisamment d'importance à cette partie-là. Ensuite, le projet va se lancer. Et c'est là où l'étudiant va rentrer en jeu, il va commencer à faire son travail, et suivi et encadré par le chercheur, production de la propriété intellectuelle, c'est un savoir qui peut être soit on va créer une entreprise, soit qu'on va licencier ce travail à une compagnie existante, ou tout simplement, comme a expliqué tout à l'heure le professeur Rajad, qu'il y a de la maturation technologique, c'est-à-dire qu'on est au stade de prototypage et au stade d'amélioration de ce qu'on a produit. C'est comme ça que n'importe quel projet démarre. Toujours, il y a une phase 1, et il y a la deuxième phase qui est la phase du transfert technologique que je vais appeler. Mais automatiquement, pourquoi j'insiste beaucoup sur ces éléments-là, automatiquement, on voit qu'il y a énormément du juridique qui est autour de ça. Alors déjà, il y a une convention qui se fait ici. Quand on a un projet, la Commission européenne, il va te dire, vous devez signer une convention. Cette convention, elle fait référence à la propriété intellectuelle ici. Il va te dire, cette propriété intellectuelle, il faut que vous la réglez avant que vous démarrez le projet. Parce que si vous ne la réglez pas tout de suite, vous allez avoir des problèmes par la suite. Et la Commission européenne, par exemple, elle a mis un canevas général dans lequel il te dit absolument il faut le signer. Il y a un background de cette recherche qui va se faire. Il y a aussi un foreground. Il y a l'histoire de qui va payer les brevets. On n'a rien pour l'instant. On n'a pas commencé le projet encore. Mais on t'oblige à faire ces démarches-là. Qui va payer les brevets par la suite? Vous êtes deux partenaires, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
qui va prendre le lead pour faire les démarches? Qui va assumer ces frais? Comment on va récupérer ces frais par la suite? Tous ces éléments, ils sont signés ici. Et l'institution, il faut absolument qu'elle cadre ces éléments-là pour ne pas avoir des problèmes, pour avoir de la valeur par rapport à la technologie. Parce que sinon, quel que soit ce que vous allez produire, il peut être complètement abandonné et aucune compagnie va prendre ce travail-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien cadenassé, ce n'est pas bien protégé, même si on l'a protégé par brevet. On pense qu'on a des brevets aujourd'hui au Maroc. Mais quand on fouille vraiment en profondeur sur les brevets qui sont au Maroc, très souvent, on ne peut pas les exploiter à l'étranger. Très très souvent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous venez avec un algorithme, comme a expliqué tout à l'heure le professeur Raja, et cet algorithme qui a été présenté dans une audience comme celle-là, et vous avez déposé un brevet ici au Maroc, et vous avez obtenu ce brevet au Maroc, si cette présentation que Madame Hajar, professeur Hajar, se retrouve dans les réseaux à l'extérieur, et le jour où il y a une compagnie importante qui va prendre cet algorithme et puis le mettre dans une technologie quelconque, elle va faire ce qu'on appelle la due diligence. Elle va voir qu'il y a une présentation qui a été faite avant ce brevet-là, et ce brevet, il va tomber, il ne va pas tomber, mais en fait c'est la licence qui va tomber, la licence d'exploitation que vous avez pu signer avec le partenaire, il va complètement tomber. Je vais revenir sur ça. Simplement pour vous dire que il y a beaucoup de juridique autour de la technologie. Souvent, on néglige ces éléments-là. Alors, les missions et les mandats de l'université, vous les connaissez tous, je vais passer rapidement. L'enseignement, recherche, diffusion des connaissances, protection des droits, développement des connaissances, diffusion du savoir. Quand il s'agit d'une compagnie, il a une autre vision des choses. Elle veut maintenir son positionnement concurrentiel. Les missions et mandats sont complètement différents. Développer son marché, toi tu parles de la recherche, elle pense autre chose. Augmenter son chiffre d'affaires, c'est son gain-pain. Augmenter sa marge bénéficiaire chaque année. Développer son portefeuille de propriété intellectuelle, c'est pour ça qu'il va te demander, je vous finance, vous me donnez la propriété intellectuelle. Préserver la confidentialité, c'est un élément très important. Elle va te dire, je vais vous financer, mais vous devez garder le silence jusqu'à ce que je commence à vendre. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Enrichir son patrimoine de propriété intellectuelle pour former un pôle de propriété intellectuelle pour essayer de passer probablement dans un stade supérieur. Alors, pour aplanir ces éléments-là, il y a des mécanismes, c'est des mécanismes juridiques. Et il faut avoir des professionnels de technologie qui comprennent le juridique, qui sont capables de discuter ces éléments, à savoir les droits de propriété intellectuelle. Qui appartient à tout ça? La divulgation et la publication. Souvent, les étudiants, ils viennent, ils sont innocents, ils commencent à travailler sur un projet de recherche. Peut-être que le chercheur, il a signé une convention, un contrat avec une compagnie pharmaceutique. La compagnie pharmaceutique va lui demander, dans le contrat, que le travail qui va être produit ne doit pas être public. L'étudiant, il va travailler, il est innocent, il commence à travailler, il se retrouve à la fin de sa rédaction de thèse ou sa rédaction d'article qu'il n'est pas capable de soutenir son projet. Pourquoi? Parce que le contrat qui a signé le prof
ou l'institution, on va dire pas le prof, parce que le prof n'a pas le droit de signer le contrat. C'est l'institution qui signe le contrat. Mais l'institution, souvent il signe. Moi, j'ai apporté cet élément-là, cette critique-là, parce qu'elle n'est pas prise au sérieux. Il faut absolument qu'il y ait un service juridique, pas le juridique général, le juridique technologique, qui est très important. Je ne vais pas, moi, laisser passer mon chercheur qui a passé 25 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience dans son laboratoire. Il a développé des souches, il a développé une technologie, il a développé un savoir-faire, et une compagnie qui vient et qui va lui donner de l'argent, il va lui dire, écoutez, à la fin, vous me donnez tout ça, et c'est moi le propriétaire. Ça ne devrait pas exister, ce genre de choses, parce que ça n'existe pas de toute façon dans les pays qu'on connaît. Que ce soit les États-Unis, le Canada, en Europe, etc., ça ne marche pas comme ça. Il y a une logique dans tout ça. Et cette logique, il faut avoir des gens qui sont capables d'expliquer ça pour l'industriel, pour le mettre à l'aise aussi par rapport à tout ça. Alors, les activités de valorisation, souvent, on va parler toujours de ces activités de valorisation, protéger la propriété intellectuelle. Vous allez trouver les institutionnels, les responsables des institutions, ils vont parler toujours, comme a dit tout à l'heure le vice-président, la deuxième mission, la recherche, et la troisième mission, c'est les brevets. Mais avant tout ça, bien sûr, il y a les brevets, mais il y a la suite, il y a la chaîne de valeur qui est très longue. Il faut parler du mode de commercialisation. Donc il faut avoir un esprit un peu commercial. Il faut aussi savoir négocier les ententes de licence et de transfert technologique. Donc il faut avoir du juridique et du commercial. Mais avant tous ces trois éléments-là, il y a la sensibilisation des chercheurs et des étudiants, qui est très importante. Je veux dire, s'il n'a pas, l'étudiant n'a pas le réflexe de dire « moi j'ai produit quelque chose qui est brevetable, potentiellement brevetable », je ne vais pas commencer à faire une communication ou un poster. Je vais d'abord m'asseoir, prendre, évaluer tout ça de point de vue brevet, et ensuite faire ce que j'ai à faire. Il y a aussi, il faut repérer et évaluer les inventions prometteuses. Ces inventions prometteuses, on a parlé tout à l'heure de cité d'innovation. Pour moi, la cité d'innovation, il faut qu'elle soit vide à l'intérieur. Les responsables de la cité d'innovation, ils ne doivent pas rester là-bas. Ils sont en prospection, c'est comme des commerciaux. Si vous trouvez des gens qui sont dans la cité d'innovation, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail, simplement. Il faut qu'ils sortent. C'est à eux d'aller chercher, de discuter avec les chercheurs, de savoir qui a fait quoi et de savoir comment faire pour les aider pour avoir encore plus. Parce que si je m'assois ici et j'attends quelqu'un frapper à ma porte et me dire « voilà, j'ai quelque chose », je ne fais pas mon travail. Ce n'est pas la cité d'innovation, ça. Ça, c'est bon, attends. Alors, pour que ça marche, tous ces éléments-là, il y a le chercheur, bien sûr, qui est au centre. Le chercheur, il doit être respecté dans ses travaux et dans sa profession de chercheur-professeur. Il doit être reconnu, et quand on dit reconnu, c'est pas reconnu par des dires, mais reconnu en termes pécuniaires de la chose. C'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance financière. Parce que sinon, on ne va pas aller dans l'innovation et dans l'excellence. On va trouver quelques exceptions comme professeur Raja, que je félicite en passant. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette passion comme ça, quelle que soit. C'est chronologique. Donc il y a cette reconnaissance. Et comment on fait cette reconnaissance? On la fait par une politique institutionnelle claire par rapport à la propriété intellectuelle
dont aucune université au Maroc n'a aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis rentré de l'étranger, ça fait 10 ans que je parle de ça, et ça fait 10 ans, jusqu'à date, il n'y a pas de politique en propriété intellectuelle, institutionnelle, qui va dire, le chercheur, s'il fait ça, il va avoir ça. Et ça, c'est un élément très important. Donc, pour que ça marche, il faut des moyens humains, un service d'accompagnement des chercheurs, un service de propriété intellectuelle et un service de valorisation. Si on regarde chaque partie, les moyens humains et matériels, c'est les subventions, les contrats de recherche et la plateforme. Aujourd'hui, on va dire que toutes les universités, ils ont ces éléments. Aujourd'hui, on ne va pas dire que nous n'avons pas suffisamment de financement. Ce n'est pas uniquement le financement qui va faire l'innovation. Nous avons suffisamment d'argent pour faire de l'innovation. Le service d'accompagnement, relecture des demandes, négociation avec les partenaires, les conseils de point de vue pays et propriété intellectuelle. Quelques universités, ils ont quelques éléments de ce service, d'autres inexistants. Le service de protection, l'analyse détaillée des déclarations d'invention, l'étude technico-commerciale, le dépôt suivi et l'établissement de conventions entre les inventeurs. On peut dire que le dépôt, il se fait, et le reste, très minime. Donc si on regarde, et on se pose la question, pourquoi au Maroc, nous n'avons pas suffisamment de brevets qui ont un succès commercial? C'est parce que, ou là maintenant, suffisamment de brevets. C'est parce que nous n'avons pas ces éléments-là. Les éléments d'accompagnement, ils sont extrêmement importants pour la mise en valeur de tout ce qui est produit de la recherche. Souvent aussi, ce système-là, il est accompagné par un autre organisme privé à l'extérieur de l'université qui fait la maturation technologique et l'accompagnement des spin-offs et des créations d'entreprises. Bien sûr aussi, l'étudiant, on revient toujours encore au chercheur et à l'étudiant. L'étudiant, il doit aussi être respecté, il doit aussi être reconnu et valorisé par une politique. Et la politique institutionnelle, elle est extrêmement importante dans le processus de valorisation. Alors, au-delà de ce que l'étudiant va chercher auprès de son encadrant, il faut aussi qu'il sache quels sont les devoirs et les responsabilités qu'il a vis-à-vis de cette recherche-là. Encore une fois, l'administration, bien sûr, il faut avoir les ressources humaines pour ça, mais l'administration de l'université ou des centres, et aussi, elle joue un rôle très important. Alors, les fondamentaux maintenant, on a parlé tout à l'heure des fondamentaux, il faut protéger ce qui est produit à l'université, le céder à l'université, et ensuite, il y a une reconnaissance. Les éléments juridiques là-dedans, c'est la politique, c'est les procédures en matière de protection des déclarations d'invention qui existent aujourd'hui dans les universités, et c'est le partage des royalties, le partage des éléments pécuniaires et financiers sont très importants. Aujourd'hui, il y a du verbal. On dit que, oui, effectivement, ces brevets, s'ils sont vendus à des compagnies, on peut partager entre chercheurs et l'université un pourcentage. Ce pourcentage, il n'est pas clair. La politique en matière de propriété intellectuelle, il éclaircit les jeux de la recherche.
Et c'est un facteur de motivation. Je vais passer ces éléments-là. Et je vais passer directement à partir du moment où on a produit ces brevets-là. Là, on n'est pas encore au brevet, mais on va dire ces produits de recherche qui sont très innovants. Dès qu'il y a cette production-là, il y a deux éléments à savoir dans la chaîne de valeur. Il y a un élément qui commence par la déclaration d'invention, l'évaluation de cette technologie et l'entente de partage. Ensuite, on va commencer à prospecter. C'est pour ça que je vous dis, les cités d'innovation, il faut que ce soit des commerciaux, principalement des commerciaux, qui savent communiquer, qui comprennent suffisamment les technologies, pas en profondeur. Ils n'ont pas besoin de savoir exactement comment cet algorithme a été fait. Il doit savoir simplement que cet algorithme il peut avoir des applications 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être même il va compléter les informations pour le chercheur. Il va lui dire, mais est-ce que vous avez pensé à telle chose? C'est ça son rôle. Et il va avoir la capacité de discuter avec les industriels, les ramener pour la table de négociation s'il y a une négociation de transfert technologique. Et le chercheur, à l'exception de quelques-uns, ils ne sont pas vraiment préparés pour ça. Ils ne savent pas faire ce métier. Parce qu'un chercheur, il est passionné. Il va parler de sa passion. Il ne va pas nécessairement bien négocier son travail avec l'industrie. Parce que l'industrie va dire, oh, je vais vous donner 1 million d'euros. Il va dire, oui, et puis je vais vous équiper de tout le laboratoire. Il va accepter certainement. Mais peut-être qu'il est très perdant dans cette histoire. Je vous donne un exemple. À l'université de Sherbrooke, il y a un chercheur qui a développé un algorithme pour la compression de la voix. Un petit algorithme. Et nous, je m'auto-critique aussi. Donc, là, les Marocains, on est fort en maths, et on est fort en ceci, on est fort en cela, mais on ne fait pas d'innovation. Je me posais la question, je n'ai pas trouvé encore de réponse. Pourquoi on n'est pas capable de faire des innovations? Quand je parle des innovations, c'est-à-dire, c'est l'argent derrière. Ce n'est pas des inventions, des innovations. Quand je dis innovation, ça veut dire c'est devenu commercial. Cet algorithme, il a gagné 25, peut-être 30 standards internationaux. Et cet algorithme que n'importe quel individu sur Terre aujourd'hui qui utilise un smartphone ou un téléphone, il est là-dedans. Il n'y a pas un téléphone il n'y a pas cet algorithme. Il y a la première compagnie, on a fait à peu près 25, voire 30 brevets uniquement par rapport à ça. Un à la suite de l'autre. Ce brevet d'invention a été vendu à Nokia, Apple, tout ce que vous pouvez imaginer, YouTube, tout ce qui utilise la compression de la voix. Le téléphone, si vous vous rappelez, probablement les jeunes ils ne peuvent pas se rappeler de ça, mais moi je me rappelle, dans les années 90, début 90, il y avait les gros téléphones. Et ces téléphones, quand on parlait, il y avait un temps de latence. Je parle, j'attends un peu que ça arrive, et puis l'autre, il répond. Alors maintenant, on parle instantanément. C'est effectivement, c'est cet algorithme qui fait ce travail. Combien ça rapporte à l'université? Ça rapporte chaque année 15 millions d'euros par année. Chaque année, il y a 15 millions d'euros qui rentrent à l'université uniquement parce qu'il y a cet algorithme qui a été licencié à plusieurs compagnies dans le monde. Il a gagné des standards. Dans cette équation-là, le chercheur, l'inventeur, le penseur, celui qui a eu l'idée de faire ce travail,
il gagne 50%. C'est tout. Alors je vais vous décortiquer un petit peu comment ça se passe. Il gagne 7,5 millions d'euros. Il est proche de Messi. Je regarde. Il est libanais en plus. 7,5 millions d'euros, pour qui ne connaissent pas, qui les avaient le chiffre exactement, il y a 7,5 milliards. Il est comme pour le centimes. 7,5 milliards. Chaque année, il reçoit ça. Depuis quand? Depuis 1995. Et chaque année, il reçoit son chèque. Chaque année. Là-dedans, il y a des étudiants. Comme la politique et la reconnaissance. Les étudiants aussi sont devenus riches aujourd'hui. Les assistants de recherche qui ont travaillé dans la paillasse et tout ça, ils sont aussi riches. Ils n'ont pas un gros pourcentage, mais quand c'est gros, le pourcentage petit devient gros. Encore aujourd'hui, il reçoit son chèque. Il va continuer à recevoir les chèques tant et aussi longtemps que vous achetez des smartphones et des tablettes et tout ça. Alors, cette deuxième partie en vert, celle-là, elle se fait à l'extérieur de l'université, soit par création d'entreprise, soit par transfert technologique et licence d'exploitation. Je tiens simplement ici à parler d'un élément important aussi, que souvent on le néglige, c'est la copropriété. Quand on a un brevet avec des partenaires, on est copropriétaire. Et je vous ai parlé tout à l'heure des conventions et des contrats qu'il faut signer avant le démarrage du projet. Et c'est là-dedans qu'on va trouver ces éléments de copropriété. Le licencié potentiel, par exemple, que vous allez vendre ce brevet-là, ou là où vous allez licencier, où vous allez donner les droits d'exploitation. Il faut s'assurer que les copropriétaires ont donné leur consentement de la licence. Si moi et vous, je suis propriétaire d'un brevet, et je donne ce brevet pour une compagnie pharmaceutique, par exemple, si moi j'ai jamais donné mon consentement, et ça a été vendu, je peux invalider cette licence et je peux poursuivre complètement la compagnie. C'est le côté juridique de la chose. 5 minutes, très bien. Alors, je vais vous donner quelques exemples de commercialisation de technologies en dehors de celle que je vous ai parlé tout à l'heure. L'expérience de Stanford, par exemple. Stanford University, entre 1975 et 2010, une seule invention, comme quoi les inventions peuvent apporter beaucoup d'argent, s'ils sont bien faites. Une invention a rapporté 225 millions d'euros, supérieur à 50% de tous les revenus. Un projet sur 4500, et ce chiffre il est magique, c'est à peu près 1 pour 5000 brevets, il peut faire un succès. Ça, c'est les statistiques mondiales. Ça peut aller à 1 pour 10 000, mais souvent 1 pour 5 000, ça marche. 25 projets reçoivent des royalties de 1 million, et 50% des projets reçoivent inférieur à 10 000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui est bon ou pas bon. Il y a un succès, mais il faut faire de l'émulsion de la recherche pour essayer un jour avoir un succès commercial. Et quand il y a un succès commercial, ça a une répercussion sur toute la communauté. Je vais passer à 2 diapositives et j'en finis avec ça. Les questions posées, par exemple, lors de la valorisation des inventions et des créations. Souvent, quand on a des créations, il y a des questions qu'on pose. Première question que les industriels ou l'utilisateur final va faire, c'est faire cette vérification diligente. Vérification diligente pour dire qu'est-ce que c'est. Il faut qu'il la nettoie, il faut qu'il voit réellement qu'est-ce que ça vaut.
Il va vous poser la question, qui a payé pour cette recherche? On revient en convention. La brevetabilité. Vous avez un brevet, mais le brevet n'est pas encore délivré. Donc il va vérifier cette brevetabilité. Est-ce que réellement il va être brevetable ou pas? Un autre élément, c'est la divulgation à un tiers. Est-ce que vous avez fait des divulgations ailleurs? Est-ce que vous avez fait des présentations? Est-ce que vous avez fait des conférences? Est-ce qu'il y a des personnes tierces qui est impliquée dans ce processus? Un autre élément, c'est le droit de premier refus ou l'option. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails dans ça, mais simplement pour vous dire que quand on signe un contrat, le fournisseur de la subvention ou de l'argent, il va vous dire, vous allez me donner le droit de premier refus. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder ce que c'est que cette technologie avant que vous parlez avec quiconque. C'est pas marqué en petit caractère, mais c'est presque. Mais il faut le vérifier. Et il y a la chaîne des titres. S'il y a bien sûr une chaîne de titres, il faut vérifier ça et faire la liberté d'exploitation. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Maintenant, pour concrétiser cette valorisation, il y a trois modes. Il y a soit des étapes préliminaires sans engagement ferme entre l'inventeur et l'industriel, par exemple, avec des lettres d'intention. Ensuite, il va y avoir un protocole d'entente qui va décliner et énoncer tous les termes de la transaction. Et bien sûr, à la fin, il y a vraiment la licence d'exploitation qui est un contrat, simplement, qui va décliner généralement tous les termes et de la transaction. C'est un contrat fait qui n'est pas qui est figé dans le temps. Voilà. Je vais parler simplement de ces améliorations quand vous arrivez à produire un brevet d'invention et vous faites des améliorations par la suite. Advenons le cas que vous avez pris ce brevet, vous avez licencié ce brevet à une compagnie. Toutes les améliorations que vous allez faire, elles sont inscrites dans le contrat de licence. Il faut faire très attention au niveau de ces améliorations parce que vous risquez de lui dire dans la convention que je vais vous donner tout ce qui va être à côté de cette technologie. Et si vous le faites, vous ne pouvez plus faire de brevet quasiment. Tout va appartenir aux autres. Donc, cet élément-là d'amélioration, souvent il est écrit, il faut faire attention au niveau de l'analyse de cet élément-là. Je ne vais pas trop aller en profondeur sur ces éléments, mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de deal parfait. Le choix d'un partenaire, il est toujours très important. Il s'agit d'une relation qui se fait à long terme, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Si l'entente que vous avez faite avec un partenaire qui satisfait les deux parties, il faut le signer. Si vous le signez n'est pas acceptable, il ne faut jamais signer. Le contrat se fait parce que sinon le contrat va faire surface par la suite en termes de litige. Voilà. Donc, l'utilisation, c'est une conclusion que je vais faire, l'utilisation et l'analyse détaillée des contrats de tout type est l'un des éléments essentiels pour la réussite de la valorisation de la recherche. Je voulais vraiment mettre cet élément en avant. Merci. Merci beaucoup, Céline, pour ces questions qui sont très pertinentes. Je trouve que là, il y a les gens, plein d'enseignants-chercheurs, et chaque fois que tu parlais d'argent et de valorisation, ils revenaient me dire, est-ce qu'on a ça chez nous? Je réponds que non, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas là. Et c'est Mohamed Saïdi, le sait. Donc, ce qu'on va faire, comment on va procéder? Donc, pour le moment, on va prendre 2 questions et on va faire la pause et revenir pour la cérémonie par la suite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vas-y.
Si vous êtes des étudiants dans un domaine émergent, avec beaucoup de possibilités encore inconnues, le monde est plein de gens qui veulent voler votre travail. They want to steal your work. J'ai une petite histoire qui vient de l'université d'Oxford, qui montre qui montre l'importance de ce que professeur Bonou a dit et a expliqué. Il y avait 10 ans, il y avait 3 professeurs dans l'université d'Oxford. Ils ont gagné beaucoup de prix en termes de faire des recherches. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent et il a été plus ou moins un peu pauvre. Les profs pauvres à Oxford. Quelqu'un américain est venu un jour et il a proposé à chacun des 3 professeurs qu'il va soutenir chaque professeur avec une somme d'argent de 50 000 livres par année, qui est payé dans une manière hors taxe, qui a presque doublé ou triplé le fric des profs. Les profs étaient très heureux et leurs femmes plus heureux. Et les 3 profs ont signé un contrat. Mais dans ce contrat, il y avait une clause qui a dit chaque patent qui les profs peuvent processer était la propriété de cet Américain. Est-ce que vous connaissez le mot hoodlum? Et un jour, les profs ont découvert quelque chose dans le monde télécom et ils ont mis en place une patent. Et l'Américain est venu et il a dit, bon, c'est notre patent. Merci. Merci beaucoup. Le 50 000 livres par année restait en place. La société américaine qui a gagné cette patent ont gagné 400 millions de dollars de cette patent et des produits qui sont venus de ça. Ce que professeur Bonou a expliqué est très important. Après ce désastre où l'université d'Oxford a perdu 400 millions de dollars par année, ils ont mis en place un bureau pour gérer les affaires et les contrats des professeurs pour éviter un autre désastre. Ce qu'il dit, c'est très important et si vous voulez être pauvre pour le reste de votre vie, vous pouvez signer des contrats sans le lire avec des hoodlums américains. C'est vraiment une présentation très importante. L'exemple de
l'exemple de Franck est très intéressant, mais dans le contexte marocain, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on n'a pas de bureau d'interface, vous ne pouvez pas attendre ce que vous faites, vous le faites à 100% pour vous, il n'y a pas ce problème. Le problème qui se pose pour le Marocain, et ça c'est sa question très directe, c'est comment quand vous allez essayer de chercher l'argent pour développer tout ça. Je sais que les investisseurs marocains mettent beaucoup de l'argent dans tout ce qui est, par exemple, café, infrastructure, bâtiment. Comment tu penses qu'on pourrait les convaincre un jour de mettre l'argent un petit peu dans ces projets-là? J'ai une idée, mais je te laisse. Non, c'est une question très pertinente. Aujourd'hui, la question c'est comment vraiment, pas juste travailler avec l'industriel, mais comment il va mettre de l'argent et encore de l'argent. Lui, il va chercher uniquement, quand vous racontez votre baratin de scientifique et tout ça, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Lui, il regarde derrière ta tête et puis il regarde que qu'est-ce que ça va lui apporter, lui, en termes d'argent. Parce que lui, là, dans 2 ans, il faut qu'il fasse de l'argent. Ou 3 ans, il faut qu'il fasse de l'argent. Donc il y a 2 stratégies. Soit travailler sur des projets très courts, avec la possibilité, bien sûr, de la propriété intellectuelle, de laisser. Mais il faut savoir laisser. Qu'est-ce que laisser ou c'est pas laisser? C'est le chercheur qui doit décider de dire cette partie-là, oui, je vais la donner. L'autre, je ne vais pas la donner. Mais il y a des projets avec des gros industriels qui vont s'inscrire dans la durée. Et à ce moment-là, il faut vraiment, malheureusement encore, le chercheur doit faire le chercheur, le penseur, le commercial, le juridique, etc. Donc, il n'a pas le choix de se mouiller, comme il a fait tout à fait à Jacques, il a fait ça avec Brio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, je vais faire un effort, et comme ce que tu fais, CSD, dans ton laboratoire. Je vais reformuler ma question, ça sera la dernière et on part pour la pause. Est-ce que tu penses qu'un chercheur marocain, s'il arrive un jour à développer un business plan de sa recherche ou de son produit sous forme d'un bâtiment, BTP ou café, ça marcherait? Et comment le faire? Ça, c'est pire. C'est juste pour réfléchir pour la pause. Oui. Moi, je suis optimiste. Je crois profondément. Quand j'ai vu tout à l'heure, sincèrement, ça m'a inspiré. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, il y a encore des... je suis optimiste, je me dis, tiens, il y a des gens qui sont prêts. Donc, rien pour finir sur la positivité, moi je pense qu'il faut être militant, et dans ce sens, le chercheur doit ramener l'idée, chercher l'argent, développer le produit, chercher le comité d'éthique, faire le CNDP, développer, valoriser, faire un business plan, et peut-être ajouter la casquette d'aller chercher de l'argent en mettant son projet sous forme de BTP. Et ça, on fera un chercheur super bien, voilà. Moi, je pense que c'est... Vas-y. Je remarque que vous, en fait, comme vous savez bien, dans les universités américaines, aussi dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle le TTO, Technology Transfer Office. Donc l'enseignant est en fait dégagé de ses tâches. Au niveau de l'Euromed, est-ce que vous avez une initiative similaire? On est en train... Ici à l'université de Messac. Honnêtement, on est en train de monter un truc similaire au TTO. Maintenant, vous savez, on vient de commencer à l'université Euromed de Fès. Ça fait 7 ans. Nous avons, je vais faire un peu de publicité pour mon université quand même. Nous avons 7 établissements aujourd'hui. 3 pôles, pôle santé, pôle ingénierie, pôle sciences humaines et sociales avec Sciences Po et tout ça. Mais nous avons la ferme conviction de mettre en place à la fois un centre, un TTO, un centre de valorisation avec les moyens qu'il faut pour dégager complètement le chercheur de tout le tracas qui se consacre uniquement à sa recherche, et aussi un incubateur. Nous avons déjà commencé l'incubateur aujourd'hui, donc j'attire votre attention pour que ceux qui ont des idées, l'incubateur il n'est pas uniquement pour l'université, mais aussi pour toutes les personnes, étudiants ou autres, qui a une idée, qui veut développer qui veut faire un start-up. Il est la bienvenue
nos installations. On peut même aller financer, on a un projet de financement qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams pour chaque projet de start-up. Il peut aller jusqu'à 1 million de dirhams. Ça veut dire que si quelqu'un vient et dit « moi j'ai suffisamment d'argent pour démarrer mes affaires », il va le faire. S'il dit ben, « l'université elle est très intéressée par ce produit-là et ce start-up-là », elle peut être partenaire à 27%, 50%, 75%, ou 50% on va dire, on va arriver à 50%, mais il peut financer le projet par exemple. Donc il n'y a pas un seul modèle, chaque projet il a son modèle. Ça n'existe pas le modèle parfait. Voilà, donc à l'université nous avons ça. Merci beaucoup Salim pour ta passion aussi, parce que là tu as plusieurs casquettes toi aussi, et je sais que les questions c'était juste pour te taquiner, sachant que ta passion à valoriser les choses et comment tu les fais. Voilà, je remercie infiniment les deux modérateurs qui ont fait la session avec moi. Donc, Frank, you are still alive, I assume, so, and ready for the next step. Yeah, and Mohamed Saïdi, que c'est un plaisir de le retrouver. J'arrête pas de le dire, mais c'est un plaisir de le retrouver parce que c'est un très très bon chercheur, un excellent chercheur, et ça sera vraiment une valeur ajoutée du fait qu'il va revenir.